Bonjour, bienvenue à ce quatrième épisode de la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc ici Philippe sur le 5 mars, comme à l'habitude. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Semaine quand même assez mouvementée, hein? Beaucoup d'événements internationaux se sont déroulés. On a évidemment Trudeau et Xi Jinping qui a fait beaucoup les manchettes. On a le retour aussi de Donald Trump. On a le mondial aussi qui accumule les petites controverses. Le retour possible du masque aussi. Hein? Il y a des discussions à ce sujet-là et on nous parle de la saison de la grippe comme d'une épidémie. Et je vais revenir un petit peu aussi sur la Century Initiative. Donc encore une fois, hein, ce plan d'augmenter la population canadienne de 100 millions. Pas de 200 millions, mais de se rendre à 100 millions. Après, je vais revenir un petit peu sur un article que j'ai fait cette semaine il y avait un titre un petit peu sensationnaliste, je parlais d'une troisième guerre, mais je vais revenir un petit peu pour ajouter quelques nuances à ça. Donc voilà, c'est pas mal le plan pour aujourd'hui, alors sans plus attendre. Donc, la prise de bec entre Trudeau et Xi Jinping, vous l'avez sûrement vu passer, hein, c'est au bout du compte Xi Jinping qui a reproché devant les caméras, en fait, sur place là, à Justin Trudeau, mais les médias étaient présents, qui a reproché à Justin Trudeau d'avoir fait fuiter le contenu de certaines de leurs rencontres et qui lui dit c'est inapproprié et qui lui reproche et qui lui dit c'est pas les bases pour une bonne collaboration. Donc certains aussi ont vu une forme de menace. Alors on va écouter le vidéo juste pour je présume que vous l'avez vu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，对吧？ And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your a part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有些可以签署，但是创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊！这个 Donc voilà, je dois dire, ok, on a tendance à souvent reprocher plein de choses à Justin Trudeau et à chaque fois qu'il se fait ramasser, on lui dit puis on rit, puis on aime bien ça rire de Justin Trudeau d'une manière générale. Je dois quand même dire que il a quand même tenu son bout là. Après, il y a des gens qui disent qu'il est sorti maladroitement de la pièce, que ça se voyait qu'il était mal à l'aise. Ben c'est sûr que ça doit être malaisant tout de même de se faire reprocher ça par une des plus grandes puissances mondiales. Mais tout de même, pour une des rares fois, je vais quand même y donner à Trudeau. Il s'est quand même tenu debout. Il a même pratiquement coupé la personne qui traduit pour lui dire non, check, écoute, on est au Canada, nous on est une société libre et transparente et on va continuer à le faire. Et il y a des moments où on va être en désaccord, mais au bout du compte, je suis désolé, mais nous on est une démocratie et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, après, on peut se questionner aussi. Hein, la diplomatie, il y a toujours ces discussions de coulisses. Hein, il y a beaucoup de choses qui se disent entre des chefs d'État qui ne doivent pas fuiter au public. Donc, il y a ça aussi qu'on peut se demander à quel point. C'est plus nuancé. Mais ça reste que je trouve que l'idée de en quelque sorte vénérer Xi Jinping d'avoir remis Trudeau à sa place. Je suis désolé, mais je ne vais pas me mettre à vénérer un chef d'État d'un parti, d'un pays totalitaire. Bon, maintenant, il y avait des débats là, à savoir, est-ce qu'il y avait comme une espèce de menace voilée là, dans les propos de Xi Jinping, parce que le traducteur, il semblerait dire... Sinon, les rapports vont être moins bons. Donc, certains autres, ils disaient non, ils disent simplement sinon, c'est difficile d'avoir une conversation. Donc, il y avait toute cette espèce de débat-là. Hein. Des fois, la traduction entre certaines langues peut amener certaines confusions de ce genre-là. Donc, maintenant, il faut le dire aussi, là, Xi Jinping, il a du front tout le tour de la tête. Là. En fait, il nous prend vraiment pour des idiots. Là. Je parle des Canadiens en général. On peut bien s'attaquer à Justin Trudeau, même si Justin Trudeau n'avait pas respecté une convention diplomatique. Je veux dire, ça fait des semaines qu'on découvre que la Chine ouvre des stations de police sur notre territoire, fait opérer des agents. Hein, on découvre même des espions qui ont financé des candidats dans nos élections, qui ont fait des pressions sur d'autres. On vient de découvrir aussi au Québec, nous aussi, on a notre lot. On a découvert un espion qui travaillait chez Hydro-Québec et qui ne savait même pas parler ni français ni anglais.
Donc, bon, c'est un peu nous les cons dans ce sens-là, mais je veux dire, Xi Jinping a quand même du front tout le tour de la tête de venir se plaindre d'une fuite d'une de leurs conversations, alors que la Chine, elle est ouvertement prédatrice à notre égard. C'est juste une nouvelle manière d'essayer de nous soumettre, d'essayer de faire un jeu de force par rapport à nous. Et ben dans ce cas-là, ben je vous dirais, c'est rare que je vais le dire, mais je me range du côté de Justin Trudeau dans ce cas-là. Je vais certainement pas vanter Xi Jinping de venir sur notre territoire et de nous reprocher des choses, alors que c'est clairement la Chine qui a des choses à se reprocher. Et c'est clairement la Chine contre qui on devrait s'opposer le plus fermement et justement leur dire, eh bien, allez au diable. Allez au diable. Je suis désolé, mais allez au diable, on s'en fout, là. On n'est pas vos amis, manifestement, avec les actions que vous essayez de faire sur notre territoire. Vous semblez pas nous considérer comme des amis, donc bon, après, faut pas non plus faire trop de terre brûlée et juste ruiner l'ensemble de nos relations, mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même admettre que Xi Jinping n'est pas notre ami, n'est pas notre allié. Et dans ce cas-là, ben, je trouve qu'il faut faire attention là, à tout le temps essayer de rire de Justin Trudeau, c'est quand même de notre pays dont on parle ici. Donc voilà pour ça. Maintenant, le retour du Donald, le fameux Donald Trump. Beaucoup de gens se demandaient, hein, est-ce qu'il va se représenter, est-ce que son image n'est pas ruinée après ses multiples affirmations sur l'élection de 2020, après l'assaut, ce que les gens appellent l'insurrection ou l'assaut du 6 janvier. Donc, bon, beaucoup de gens. Puis en plus, il y a DeSantis en Floride, hein, qui a fait une belle ascension, qui a même réussi à faire passer la Floride, qui était un État pivot, à un État rouge, hein, pendant la dernière élection de mi-mandat. Donc, beaucoup de gens se disent peut-être que DeSantis serait un meilleur candidat. Et là, dans les derniers temps, en plus, Donald Trump avait émis des critiques assez acerbes contre DeSantis, contre même d'autres de ses anciens alliés, Candace Owens, une multitude. Donc, tu sais, une attitude un petit peu aigrie qui faisait, qui même beaucoup de conservateurs se sont mis à vraiment lui reprocher et lui dire, là, il dépasse les bornes et je pense qu'il est un petit peu fini à ce stade-là. Sauf que la réalité, c'est que Donald Trump, on le voit peut-être pas dans les médias, mais il est encore fort dans le Parti républicain. C'est encore un peu le leader, hein, le leader idéologique même. Hein. Le Parti républicain a fait comme une espèce de grand... il y a eu une grande évolution depuis qu'il est là. Hein, il a été profondément modifié. Bon, ses candidats, peut-être qu'à l'élection de mi-mandat, les candidats que lui a appuyés, peut-être qu'ils n'ont pas remporté beaucoup dans ces élections-là. Mais ça reste que Donald Trump est encore assez fort. Et bon, comme vous le savez bien, il a annoncé sa candidature mercredi dernier en soirée. Donc on va en écouter quelques extraits parce que c'est quand même assez intéressant de voir. Hein? Donald Trump, on aime tout le temps passer les passages les plus choquants. Mais quand tu écoutes ses discours, habituellement, c'est quand même assez bien ficelé. Et ça l'a fait en sorte que beaucoup de commentateurs qui, durant les dernières semaines, le critiquaient et se disaient « Ah, là, c'est rendu un vieux bonhomme aigri », ben, ils ont écouté le discours et ils se sont dit « Oh, OK, il est peut-être encore présidentiel. » En fait, c'est très, très fort, c'est très puissant comme discours. Et ben, ça fait en sorte que il y a peut-être encore des très bonnes chances, en fait, d'être le candidat officiel, hein, de passer les primaires et de devenir candidat à l'élection de 2024. On va aller voir, justement, ces quelques passages que j'ai sélectionnés de ce discours-là qui sont effectivement assez percutants. Donc, bon, l'introduction, évidemment. Thank you very much. Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation, and importantly, we were a free nation. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past 2 years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair. Donc là, c'est ça. Bon, je vais faire un petit peu la traduction, mais il explique qu'effectivement, durant son mandat, on a beau y reprocher beaucoup de choses, mais durant le mandat de Donald Trump, l'économie se portait extrêmement bien. En fait, les États-Unis en général se portaient extrêmement bien. Et je trouve ça toujours assez spécial que Joe Biden reproche et dit que Donald Trump quand il est sorti de son mandat, c'est le président qui a eu le plus de pertes d'emploi, dans le fond, dans le cours de son mandat. Mais tu sais,
parce qu'il est parti, c'était en pleine pandémie aussi, là, donc c'est sûr qu'il y avait des pertes d'emploi, tout le monde, il y avait tous les lockdowns, puis d'ailleurs, les lockdowns se faisaient plus dans les États démocrates. Donc, au bout du compte, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Donald Trump les pertes d'emploi qui se sont faites pendant le COVID-19? Ça se discute, là, c'est pas l'argument le plus puissant, parce que si tu regardes vraiment, au bout du compte, son bilan pré-pandémie était nickel. Donc, bon, ça, ben, c'est sûr que c'est un point qui va ramener assez souvent en cours de campagne. Un autre élément que j'ai assez apprécié, il va parler beaucoup d'énergie. Bon, évidemment, c'est sûr que ça fait beaucoup les manchettes ces temps-ci, en tout ce qui est question d'indépendance énergétique. Donc, ça se voit qu'il va vraiment aligner dans ses sujets de campagne le retour de l'indépendance énergétique américaine. Donc, un message probablement plus pro-hydrocarbures, en ramener, dans le fond, la prééminence énergétique des États-Unis, dont il considère qu'il s'est un peu affaissé là, avec le mandat de Biden. Donc, on l'écoute. Joe Biden has intentionally surrendered our energy independence. There is no longer even a thought of dominance, and we are now begging for energy help from foreign nations, many of whom find us detestable. On day one, we will end Joe Biden's war on American energy. You will see, when that happens, you will see energy costs come down, and because energy is so big and so important, you will see inflation dropping. You will see it come down. It's a thing of beauty, and you wouldn't think it's that complicated. Now, what has been complicated a little bit is what's happened to so many other things. I believe originally started by this energy disaster. The socialist disaster known as the Green New Deal, which is destroying our country, and the many crippling regulations that it has spawned, will be immediately terminated so that our country can again breathe and grow and thrive like it should. Et il va même jusqu'à raconter une petite anecdote en faisant plus référence, dans le fond, à la crise énergétique en Europe. Il raconte une petite anecdote qu'il y a eu avec Angela Merkel. Je sais pas vraiment s'il l'a fait, mais il dit qu'il a envoyé un drapeau blanc à Angela Merkel et que là, il aurait répondu, pourquoi tu m'envoies ça? Et dans le fond, c'était pour signifier qu'elle se soumettait en quelque sorte à la Russie. Donc, on l'écoute. Angela Merkel, I sent her a white flag of surrender. She said, but why do you send this to me, Donald? I said, Angela, I send it to you because this is a flag of surrender. You are getting 78% of your energy from Russia. And when that happens, history has proven that it's not good for Germany. What I didn't know would take place so fast. And Germany closed, as you know, all of its coal-powered plants and its nuclear plants. They closed everything, and now they're building coal plants. And they're building them fast. And China's building a coal plant every week. Every week they open up another, and then they talk about all of the things that they do environmentally. They are watching us die with the Green New Deal, with our windmills and with our solar that doesn't have the power to fire up our great factories and our great plants. Donc ici, bon, comme je vous dis, ça se voit que son équipe et lui-même ont vraiment travaillé ce sujet-là. Je suis persuadé que ça va vraiment être un enjeu clé de la prochaine campagne, parce que tu vois que son phrasé, sa manière de vraiment expliquer toute la situation est assez travaillée, et effectivement, bon, il nous rappelle que c'est ça, que l'Allemagne, très verte, a fait fermer ses usines nucléaires et de charbon, mais qu'au bout du compte, ses éoliennes ne fournissent plus, son solaire non plus, et donc là, avec la situation avec la Russie, ils sont obligés de réouvrir des usines de charbon. Donc, vraiment, tu sais, il ramène de l'avant le fait que c'est bien beau les idéaux, là, puis d'essayer d'être plus vert que le gazon, mais au bout du compte, la réalité nous rattrape, et pour alimenter des usines, pour alimenter une croissance économique, évidemment, il faut des moyens énergétiques pour le faire. Donc, ça va certainement être un enjeu de campagne. Bon, il va avoir ensuite un long segment où il va parler d'immigration, évidemment, de la frontière sud avec le Mexique. On le sait, ça a été un gros sujet de campagne, le mur, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va continuer à parler. MS-13, donc tout le poids, dans le fond, que ça met sur les Américains. Joe Biden, pendant son mandat, en fait, ça l'a explosé. Il y a encore plus d'immigrants illégaux aux États-Unis qu'il y en avait avant que Donald Trump arrive au pouvoir. Donc, ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va rester. Bon, ensuite, il va parler un petit peu des sujets sociaux, évidemment, bon, de toutes les espèces de tendances woke, etc. Et il va vraiment réaffirmer le besoin de protéger les parents contre carrément les écoles. Et comme il dit lui-même, il dit,
est-ce qu'on s'attendait vraiment à un jour à voir à affirmer que les parents ont des droits sur leurs enfants plus que le système d'éducation? Donc, il va parler beaucoup de ça. Joe Biden has also proven that he is committed to indoctrinating our children, even using the Department of Justice against parents who object. It's a terrible thing. It's so sad what's happening. When I'm in the White House, our schools will cease pushing critical race theory, as they were, and gender insanity. Or if they do that, they will lose all federal funding, but we'll get them to stop. But who would think, standing up here 10 years ago, 15 years ago, that a politician, and I don't like to think of myself as a politician, but I guess that's what I am. I hate that thought. But that a politician would be up saying, we will defend parental rights. Of course you're going to defend it. Who would think that we even have to mention this? Who would think it even should be a subject to be talked about? We have to defend parental rights. Can you believe this? Et bon, c'est assez surprenant aussi. Beaucoup de gens ont été surpris par son ton. On est plus habitué à un Donald Trump moqueur, hein, qui fait beaucoup de blagues. Et même certains l'ont essayé d'y rentrer dedans et disant que c'était low energy parce qu'au bout du compte, il se présente et il fait juste comme un discours assez monotone, mais plutôt présidentiel justement, où il fait juste parler des grands enjeux des États-Unis. Il y a quand même eu un moment où c'était drôle. Il a fait une petite phrase par rapport au politically correct. We will not let men, as an example, participate in women's sports. Is that okay? No men. No men. Quand même legit. Quand même assez legit. My people tell me, sir, that's politically incorrect to say. I said, that's okay, I'll say it anyway, if you don't mind. We've had tremendous problems, and you know, it's very unfair to women, just very, very unfair. Et aussi, assez surprenant, hein, sa manière de parler de l'élection. On le sait, hein, il a dit que l'élection de 2020 était volée et c'est un des gros éléments qui a fait quand même perdre des plumes pas mal. Là. Et dans ce discours-là, il va pas jusqu'à dire que l'élection de 2020, hein, il se l'est fait voler, etc., etc. Il va simplement parler de peut-être ramener un petit peu d'ordre dans comment on fait les décomptes en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens là, que les États-Unis, on soit le pays le plus avancé sur Terre et que ça nous prenne 2 semaines pour compter les scrutins. Et il va d'ailleurs mentionner ce qui est quand même assez vrai. Il va dire, écoutez, on a tout numérisé, on s'est doté de machines, d'ordinateurs pour que ça aille mieux, ça soit mieux géré. Et au bout du compte, ça nous prend plus de temps. Donc, il y a manifestement un problème à quelque part. Paper ballots, same day voting, voter ID, so simple, and we want all votes counted by election night. Donc bref, en quelque sorte, une manière un peu de couper la poire en deux, hein, de dire, sans dire nécessairement que l'élection, il y a eu de la fraude, de dire, il y a quand même un problème à quelque part. Là, ça fait plus de sens là, à quel point ça prend du temps. Donc, une manière, c'est ça comme je dis, d'y aller en nuance, mais en réglant le problème sans nécessairement aller à fond la caisse, tête baissée, dans une espèce d'option qui paraîtrait un petit peu complotiste ou conspirationniste. Donc maintenant, juste une petite analyse vite. Comme je vous disais, hein, les gens, il y en a beaucoup qui disent ces temps-ci, DeSantis serait peut-être mieux. Donald Trump, il est un petit peu brûlé. Hein, puis en plus, il est vieux. Hein, il est aussi vieux que Biden. Et en 2024, il va l'être encore plus. Donc, beaucoup de gens se disent, il est peut-être temps de passer à autre chose et tout. Et j'ai juste un petit peu de misère avec ça parce que je trouve qu'il y a un petit problème si les républicains acceptent. Parce qu'on le sait, Donald Trump a été banni de toutes les plateformes et les médias l'ont même snobé. Il y a des journaux qui, le soir de l'annonce de sa candidature, ont simplement écrit Florida Man announces his candidacy. Alors, on voit que Donald Trump a été banni de partout. Et je trouve qu'il y a un petit problème avec le fait d'accepter qu'un politicien qui est banni, on passe à autre chose, dans le sens où si les républicains acceptent que leur leader se fasse bannir et se fasse effacer, littéralement effacer de la scène publique, il faut qu'ils s'attendent à ce que ça se reproduise. Là. Donc le fait de simplement abandonner Trump comme c'est trop difficile de le défendre, je trouve que c'est un petit peu défaitiste, puis c'est un petit peu comme une manière, au bout du compte, de donner raison aux démocrates. C'est comme si tu donnais raison aux démocrates et que tu disais c'est vrai qu'au bout du compte, c'est pas le meilleur candidat. Donc là, de juste se pitcher sur DeSantis, qui est de toute façon, DeSantis était un pro-Trump assumé, là, c'est sûr que si tu
pitch sur DeSantis, est-ce que vraiment un pro-Trump assuré est mieux que Trump lui-même? J'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Certains disent qu'il y a moins de chance, certains disent qu'il y en a plus. Je trouve simplement que j'ai beaucoup de misère avec le fait d'accepter tout simplement, de faire comme si de rien n'était et de passer à autre chose, alors qu'on a simplement effacé quelqu'un de la sphère publique. Vous savez, c'est où qu'on fait ça? En Chine. En Chine, là, oui, on fait ça. D'accepter qu'on fasse ça aux États-Unis ou dans le monde libre, je trouve que ça n'a aucun sens. Et les gens qui disent « Ouais, mais c'est parce qu'il a fomenté une insurrection le 6 janvier. » Hey, give me a break, là. Sérieusement, give me a break. Il y a beaucoup de gens qui ont fait bien pire, des membres de Greenpeace ou de whatever. Je veux dire, la gauche adore les révoltes. Je veux dire, c'est un culte de la révolte. Donc, d'essayer de reprocher ça à Donald Trump, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais bon, peut-être que je suis un hérétique. Hein, les gens considèrent, à chaque fois que tu essaies d'amener des nuances sur le personnage, tu es considéré comme un hérétique. Donc, on verra bien, on verra bien. Donc, maintenant, bon, vous l'avez vu passer, hein? Je l'ai nommé un mondial islamique parce qu'aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de bière au mondial. Donc, une suite, comme je disais, de controverses qui se déroulent en ce moment à l'occasion de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Donc, le Qatar qui est un pays, comme je dis, islamique, wahhabite en fait, qui est quand même un des mouvements les plus radicaux, en tout cas les littéralistes de l'islam. Et bon, c'est ça. Il y a eu aussi dans les derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais c'est que le Qatar aurait supposément engagé des faux supporters. Bon, c'est une spéculation. C'est juste que quand tu te mets à voir dans les rues des centaines et des centaines de supporters, soi-disant de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Italie, etc., mais qui sont très clairement tous indiens, très clairement tous indiens, et très clairement tous des travailleurs étrangers. Il y a une forte communauté indienne, en fait, au Qatar. La majorité des gens sur les chantiers, justement, c'est des gens, des Indiens. Et il a été confirmé dans des médias qui venaient du Kerala. Donc, je vais vous montrer les images parce que c'est devenu viral sur TikTok. Et à raison, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu hilarant, peu importe ce qu'on en pense, là. Les Allemands. Espagnol. Donc voilà la délégation brésilienne. Les Portugais. Les Anglais. Bon, alors vous voyez, quand même assez inusité, parce que c'est pas juste couleur de peau ou visage, c'est même au niveau des tambours et leur manière de danser, ça se voit que c'est des Indiens. Et comme je disais, France 24 a confirmé que c'était majoritairement des gens du Kerala en Inde, donc assez inusité. Maintenant, c'est le genre d'image qui peuvent faire peur à certaines personnes, plus sur le champ droit, je dirais. Hein. Je veux pas faire de mauvaises comparaisons, mais certains pourraient parler de grand remplacement. Bon, J'ai rien dit. Bon, de toute façon, il y a des spéculations par rapport au fait que peut-être que ce serait carrément le Qatar qui aurait engagé ces gens-là, parce que il n'y a pas un engouement très impressionnant là, pour la Coupe du Monde, ou en tout cas pour celle qui se déroule au Qatar. Il y a un mouvement de boycott mondial, beaucoup de délégations de fans refusent d'y aller, parce que justement, il y a des allégations de conditions de vie absolument inhumaines sur les chantiers pour construire les installations sportives, une situation qui a été comparée à du quasi-esclavagisme. Donc vraiment, les droits humains au Qatar sont pas très respectés. Il y a beaucoup de gens qui font un boycott, et à raison, je pense, contre l'organisation d'un événement international dans un pays qui est si peu... qui fait si peu attention, dans le fond, à ses citoyens, et particulièrement à ses citoyens d'origine étrangère. Et d'ailleurs aussi, dans les nouvelles, là, on vient de voir qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver de chanteurs. Hein. Tous les chanteurs qui essayent d'inviter pour venir faire le spectacle d'ouverture refusent. Hein, Donc, c'est ça, le mondial au Qatar, la Coupe du monde, semble mal se passer. Hein. L'ensemble de la planète semble ne pas vouloir collaborer. Et encore une fois, ça arrête pas de tomber. Là. J'ai vu aussi un article aujourd'hui où ils disent que les hôtels pour accueillir les dirigeants de la FIFA seraient pas encore finis. Donc, les dirigeants de la FIFA, on est à 2 jours là, de l'ouverture. Ils se pointent là, puis leur chambre d'hôtel, l'hôtel en tant que tel est pas terminé. Donc, un événement assez catastrophique. Donc, ça va rester à voir. Est-ce que
Ben, les gens vont se rabattre sur les matchs. C'est sûr que, je veux dire, le soccer, c'est le sport le plus populaire au monde. Donc, manifestement, les matchs vont être écoutés, les gens vont apprécier. Mais l'événement en tant que tel, sur place, là, au Qatar, c'est une catastrophe pour le moment. Faut quand même bien le reconnaître. Maintenant, vous l'avez vu aller, hein? Eh oui, hein? Toujours. Le retour du masque. Là, on est en train de parler. Ah, là, ils nous disent, ouais, mais là, on l'encourage. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation. Là, je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de ça, les affaires de pour le moment, il n'y a pas d'obligation. Et là, on nous parle, à la place de nous parler de la saison de la grippe, on nous parle d'une épidémie là, de grippe, puis là, il y a le VRS, il y a d'autres. Là, si on est en train de faire de n'importe quelle éclosion régulière, saisonnière de virus, style grippe ou rhume, si on est en train de. Si c'est rendu dans notre ADN de juste rentrer en mode pandémie à chaque fois que ça arrive, là, on commence à avoir un problème. En même temps, moi, je me rappelle au début de la pandémie, je disais, on a pour 5 ans de ça. Les gens sont tellement rendus fous, les sphères politiques sont tellement rendus fous avec ça, que je vous le dis, on va embarquer dans un pattern où ça va toujours revenir. Et ben c'est ça. Fait que là, Legault, la santé publique nous disait, bon, là, c'est pas encore obligatoire et tout. Je pense que la population québécoise, il faut être assez ferme là-dessus et le dire, non, mais c'est pour toujours. On veut pas que ce soit obligatoire. De toute façon, les masques qu'on utilise, on le sait que ça a quand même un impact assez limité. Tu sais, je veux dire, c'est pas des masques stérilisés là, qu'on sort de même, qu'on porte pendant 5 minutes pour faire une opération dans un hôpital où tout est stérilisé. Les gens, littéralement, ils pognent ce masque-là, tac, se mettent dans leur poche. C'est pas des conditions optimales pour le masque, on va se le dire. Tout le monde le sait. Et j'ai mis comme photo, justement, c'est ça, un masque comme ça, la pollution que ça crée. Donc, il y a tellement de côtés négatifs à ça. Et au bout du compte, on le sait, c'est juste ridicule. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Et on a élu Legault. Donc, évidemment que c'est de retour. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant la campagne, François Legault, il avait interpellé une madame qui parlait des mesures sanitaires et tout. Et pendant la campagne électorale, il disait « Ah, parlez pas de ça, c'est des vieilles histoires. » Vous voyez l'hypocrisie un peu derrière? Vous voyez un peu, tu sais, il nous parlait comme ça, comme de vieilles histoires, tout simplement parce que c'était l'été et le virus circule moins pendant l'été et que c'est comme tout le temps une période d'accalmie, mettons, pandémique. Et là, ben, ça recommence et les gens, on a élu ce gouvernement-là, donc on est pogné avec et il y a des chances que ça revienne. Il y a des chances que les mesures reviennent si le message n'est pas émis d'une manière plus claire dans la population, qu'on n'en veut pas. On veut juste recommencer à vivre et on va faire attention. On le sait qu'il faut se laver les mains, on le sait qu'il faut faire attention. Si t'es malade, ben, essaye de rester chez vous le plus possible. On a toujours fait ça, puis là, c'est comme si c'est rendu qu'il faut se faire materner par le gouvernement et se faire dire, bon, ben là, tu coules un petit peu du nez, donc faut que tu rentres chez vous. Écoutez, à un moment donné, il faut que ça arrête, là, donc, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. On en a assez parlé dans les dernières années, donc je pense qu'on va passer tout de suite à l'autre sujet. Bon, maintenant, Century Initiative. Vous savez, je n'ai parlé un petit peu dans un autre épisode où je faisais un lien avec la crise du logement. Bon, je voulais juste en reparler puis peut-être faire d'autres liens, justement, et aller voir un petit peu leur site web, voir c'est quoi exactement leur argument. Parce qu'au bout du compte, c'est une initiative qui fait du lobbying auprès du gouvernement pour faire augmenter la population canadienne qui est en ce moment autour de 39 millions d'habitants, de la faire augmenter à 100 millions pour 2100. Donc, moi, je ne suis pas contre l'accroissement de la population. J'ai même déjà écrit des textes pour dire que le gouvernement Legault, il disait qu'il voulait qu'on reste un petit pays, ben justement dans une position un petit peu anti-immigration. Et je disais, ouais, c'est bien beau, mais il faut quand même que la population croît, qu'elle grossisse. Donc, on va aller voir ça. Leur argument, au bout du compte, ils disent, bon, il faudrait augmenter à 100 millions, dans le fond, en 2100, pour réduire le fardeau sur le gouvernement, pour financer les services de santé, les plans de retraite et les autres services. Et ça veut dire qu'on a besoin de plus de travailleurs, plus d'innovation et de dynamisme, etc., etc. Je trouve ça drôle parce que c'est comme une formule magique, on dirait, pour ce groupement, ce think tank là, de penseurs. C'est comme une formule magique où, instantanément, c'est bon, on n'a pas assez de population, il nous en faut plus, et ça prend pas du tout en compte, il n'y a aucun élément, sur tout le site web, là, je n'irai pas partout, mais il n'y a aucun élément de quoi que ce soit qui fait référence aux enjeux culturels, identitaires, aux enjeux religieux, à n'importe quel autre élément. La seule espèce de vision logique pour eux, c'est augmenter la population, augmenter l'économie. Pour eux, c'est automatique.
tout simplement, on augmente la population, on augmente par le fait même l'économie. Donc, c'est une vision tellement simpliste. Et j'ai remarqué que dans le Canada anglais, c'est beaucoup ça. Même les conservateurs dans le Canada anglais sont particulièrement genre pro-immigration, pro-diversité. En fait, les mêmes thèmes à peu près que les libéraux là, abordent. Ils les abordent un peu de la même manière. Donc, aucune considération de quel type d'immigration qu'on veut non plus, aucune considération culturelle, aucune considération sociale, aucune considération sur la pression sur nos services de sécurité, sur la pression sur les sociétés, etc. C'est de la pensée magique. Essentiellement, c'est un petit peu le classique de la main magique. Hein? Tu fais juste augmenter la population et c'est magique, ton économie augmente. Écoutez, je ne suis pas complètement contre. C'est vrai qu'il faut que la population augmente, mais il faut prendre en compte justement tous ces éléments-là. Donc, on vit en ce moment une période quand même de migration massive. On le sait. Je veux dire, de partout en Afrique, ça se dirige tout vers la Méditerranée pour essayer de la traverser, se rendre en Europe. Il y en a des fois qui partent de l'Afghanistan, qui réussissent à traverser jusqu'en Turquie, en Iran, jusqu'en Turquie, jusque dans les Balkans. Les immigrants, ils viennent de loin. S'ils partent, admettons, de la Tunisie, ça ne veut pas dire que c'est des Tunisiens. Souvent, ils viennent du Congo, ils viennent du Cameroun, ils viennent de partout. Et dans la majorité des cas, ce mouvement de masse-là, immigrants, n'est pas justement très éduqué, n'est pas très formé, et donc devient un fardeau pour les pays qui ont à les accueillir. Ils n'ont pas d'argent, il faut les héberger, n'ont pas non plus l'éducation, donc ils ne participent pas nécessairement à l'économie. Je donne simplement un exemple. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont toutes ces qualités-là, et c'est pour ça qu'on les accepte. C'est juste que quand tu as un plan où toute immigration devient nécessairement une bonne chose pour le pays, ben là, ça commence à être problématique. Il faut quand même délimiter qu'est-ce qu'on veut en termes d'immigration. C'est pas juste de dire faites-en rentrer le plus possible. Et ben, c'est ce que ça crée un petit peu, cette espèce de culte canadien là, de l'immigration et ces genres d'initiatives-là qui essaient de forcer le gouvernement à faire rentrer plus de monde. Mais c'est comme s'il laissait de côté complètement toutes les considérations, toute l'acceptabilité sociale. C'est un terme populaire, hein, mais c'est drôle, il n'est pas très populaire en termes d'immigration. Hein, quand on parle d'acceptabilité sociale en termes d'immigration, on est facilement accusé de racisme. Et ben, tu sais, c'est ça. Donc, il faut quand même se poser la question. Et d'autant plus qu'on le sait, dans le contexte québécois, qu'est-ce que ça veut dire, une augmentation de l'immigration aussi massive dans un contexte québécois? Ça veut dire tout simplement de noyer la langue française. Il faut quand même le prendre en considération, ça aussi. Est-ce que ça parle de langue sur le site de l'initiative du siècle, de Century Initiative? Non, zéro. Ils en ont rien à foutre. Et c'est ce que je trouve drôle aussi. C'est l'espèce d'alliance objective entre des gens qui sont très, très économico-centrés, là, qui sont, pour la plupart, des capitalistes assez endurcis, qui voient simplement les populations comme des forces de travail à ramener dans les usines, et une gauche qui va justement protéger à tout prix l'immigration, qui va justement servir à ces gros capitalistes-là qui veulent juste au bout du compte faire grossir l'économie et en ont rien à foutre des communautés. Donc c'est quand même assez spécial de voir ça. C'est comme si tu as les gauchistes qui travaillent main dans la main avec les industriels pour faire parfait, on fait rentrer du cheap labor et parfait, comme ça tout se passe bien. À un moment donné, il faut sortir de ce dogme-là. Et c'est pas une question d'être contre l'immigration. Hein. L'immigration, c'est une bonne chose. On le sait très bien. C'est juste une question de la choisir. Hein. Il y a une immigration qui va être illégale, qui va être clandestine, une immigration qui va être un fardeau sur les systèmes. Et il y en a une qui, à l'inverse, justement, va rapporter de la richesse. Le dogme de dire que toute immigration est nécessairement une richesse, c'est complètement faux. Regardez ce qui se passe en Suède. La Suède n'a jamais été vraiment un pays d'immigration. Et depuis 2015, là, ça se passe pas très bien. Des cas de viol à répétition. Les cités sont en train de se désagréger, hein, même des citoyens suédois peuvent plus aller dans certains quartiers, et la Suède, qui était pourtant un pays des plus progressistes, c'est rendu que justement sont tellement tannés qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement revirés sur ces questions-là et qui disent on n'en peut plus, on n'en veut plus. Tu sais, ça se passe aussi ici. C'est sûr que nous, on est en Amérique du Nord, là, on est bien sur notre continent, en plus notre pays qui est tout vide, là. Mais, je veux dire, le temps avance vite et si notre plan, c'est de faire rentrer le plus de monde possible, très vite, on va se ramasser avec des problèmes. Et maintenant, ce genre de dogme-là, à mon avis, fait parfois en sorte que dans certaines situations, on fait passer le droit de l'immigration, le droit d'intégrer quelqu'un dans la communauté canadienne avant toute autre considération. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cet énergumène ici, du nom de Sobi Akra,
qui s'est mis à violer des femmes entre 2017 et 2018. Et on explique ici que c'était parce qu'il travaillait dans une fruiterie, n'aimait pas son emploi, ne s'était pas bien adapté à son immigration selon des plaidoiries. Et donc, qui a cette espèce de posture un peu de la victime, de « ouais, mais tu sais, je suis un immigrant, ça se passait pas très bien, donc ben, je suis allé violer des femmes. » Donc, on parle de 5 femmes qui se sont faites violer, parfois en plein jour ou de nuit. Carrément sur la place publique comme ça. Et bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un cas qui est encore en cours. On va laisser les juges s'en occuper, mais je veux dire, la défense essaye de lui donner seulement 6 mois pour éviter une peine clémente selon la défense, pour éviter d'être expulsé du Canada. Donc je sais pas si vous voyez, c'est que je comprends que c'est la défense, c'est sûr qu'ils vont essayer de le défendre, mais il y a quand même de quoi d'assez effronté là-dedans. L'expulsion du Canada, ça serait peut-être bien la moindre des choses quand même. Mais bon, ça va être au juge à décider. Mais bon, c'est sûr que c'est un cas anecdotique, mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, et c'est sûr que plus tu fais rentrer de monde, plus tu vas avoir des cas comme ça. Bon, maintenant, un simple petit retour, c'est ça. J'ai écrit cet article-là cette semaine où j'ai utilisé un titre un petit peu sensationnaliste où je pose la question: la Troisième Guerre mondiale est-elle commencée? Et bon, évidemment que je suis pas en train de dire que la conscription s'en vient bientôt, qu'on va se faire envoyer sur des champs de bataille, des tranchées, etc. Le monde a évolué depuis le temps. On a des mécanismes pour empêcher ça. D'ailleurs, cette semaine, vous l'avez vu, il y a un missile qui a atterri en Pologne. Sur le coup, tout le monde disait que c'est des missiles russes. Et je dois admettre, j'ai failli écrire un article, mais j'ai voulu attendre. J'étais pas sûr. Je me disais, il y a de quoi d'un petit peu louche là-dedans. Pourquoi même si c'était une erreur, je veux dire, faut que tu traverses l'Ukraine en entier là, pour te rendre jusqu'en Pologne. Là. On s'entend qu'il y a des erreurs. Bon, ils bombardent aussi à des places plus proches de la Pologne, mais ça reste que c'était une erreur quand même assez surprenante de la part de la Russie. Et finalement, là, on vient de réaliser que ce serait un missile de défense antimissile, dans le fond, qui serait parti, on ne le sait pas trop, du mauvais côté. Un missile ukrainien qui serait abattu en Pologne. Donc bref. Encore une situation où les gens capotaient un peu. Ils disaient, bon, est-ce qu'on va devoir invoquer l'article 5 de l'OTAN qui nous force à embarquer en guerre pour défendre la Pologne contre la Russie? Évidemment non, et même toutes les menaces nucléaires là, que Poutine avait mis, je crois jamais vraiment à ça. Tout le monde sait qu'une dynamique nucléaire, si tu attaques quelqu'un avec une bombe nucléaire, mais c'est toi qui es con parce que la personne va t'en renvoyer une. La seule fonction d'une bombe nucléaire, c'est si tu es attaqué, d'en renvoyer une. Donc la bombe nucléaire, sa fonction, c'est de ne pas être utilisée. Littéralement, c'est con, mais c'est ça la dynamique nucléaire. C'est le fait que c'est une bombe que tu ne veux pas utiliser. Parce qu'à partir du moment où tu l'utilises, mais c'est fini. C'est juste une manière de se défendre, mais c'est une manière de se défendre un peu comme terre brûlée. C'est fini. On se démolit. Donc, toutes ces histoires là, de guerre nucléaire, j'y crois pas. De toute façon, la guerre classique a des beaux jours devant elle. On l'a vu avec l'État islamique. C'était des combats très classiques. Chars d'assaut, artillerie, des soldats sur le terrain. Écoutez, la guerre classique se déroule encore. C'est encore le cas en Ukraine. C'est pas une guerre nucléaire. C'est une guerre. Il y a des missiles. Il y a beaucoup de missiles. Il y a des missiles supersoniques, etc. Il y a des développements, mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, les modalités de la guerre, on va pas jusqu'aux extrêmes. On demeure avec une guerre tout de même assez traditionnelle. Bon, bref, par rapport à mon article, je voulais faire simplement la nuance pour expliquer qu'est-ce que je veux dire par est-ce qu'on est en Troisième Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quand même quelques années qu'on en parle. T'sais, est-ce que la guerre au terrorisme, c'était une guerre mondiale au bout du compte? Quand tu penses au fait que, je veux dire, des coalitions, l'OTAN, en général, ont fait des guerres un peu partout au Moyen-Orient. On fait des guerres en Irak, on fait des guerres en Afghanistan, on fait des guerres une guerre en Libye, on se sont même ingérés peut-être dans les printemps arabes à quelques endroits. Donc, au bout du compte, c'est un petit peu comme une guerre mondiale, si on le dit. Il y a eu plein de manifestations comme ça où qu'on peut se demander, est-ce qu'une guerre mondiale, il faut à tout prix que tout le monde soit mobilisé ou pas? Parce que là, si on regarde là, ce qui se passe en ce moment, moi, ce que j'explique dans mon texte, c'est que je dis, au bout du compte, après les années de pandémie, on a vécu en état d'urgence pendant les dernières années. Bon, c'est à cause de la pandémie, vous me direz, mais quand même, on est sous des régimes d'état d'urgence depuis quelques années. Et là, en plus, il y a la guerre en Ukraine et on fait souffrir notre économie pour aider l'Ukraine. Donc, au bout du compte, on peut quasiment considérer qu'on est dans une économie de guerre. C'est pour ça que le prix du carburant augmente, l'inflation, tout part en vrille
parce qu'on est dans une dynamique de guerre. Donc, au bout du compte, même si on n'a pas de soldats sur le terrain, on est quand même dans une dynamique où on est une société qui, depuis quelques années, vit sous état d'urgence, vit dans une espèce de forme d'économie de guerre. Et ben, plus ça va, plus on réalise que la Chine est en train de monter, la Russie aussi, et les BRICS en général, avec l'Iran, avec le Brésil, etc. Mais particulièrement la Chine. On le sait qu'il y a des risques que ça éclate. La Chine veut Taïwan, la Chine veut une domination mondiale. On a dit durant des années, non, elle n'en veut pas, elle fait du soft power, puis tout, puis elle veut simplement sa zone d'influence. De plus en plus, on le voit, ses prédations sur le Canada, etc. On le voit que la Chine... il y a des risques que ça dégénère. Il y a aussi le fait que un système bipolaire, c'est plus facile à contrôler. Hein. Tu avais l'URSS puis les États-Unis qui se renvoyaient la balle. Mais les systèmes multipolaires sont beaucoup plus difficiles à maintenir en place. Parce que ça implique tout le temps la nécessité qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Et au bout du compte, ça fait en sorte que il y a tout le temps un État qui va vouloir l'emporter sur l'autre et ça crée des diverses instabilités. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. La Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Il y a des bonnes chances que la Chine envahisse Taïwan. Et là, ça pose la question de toute cette espèce de... pas d'arrogance, mais le fait qu'après 1945, les États occidentaux, le monde libre, s'était donné le mandat de plus jamais de guerre et on va maintenir, dans le fond, la démocratie sur Terre. Mais là, ça crée cette situation-là où plus les États autocratiques et les grandes puissances comme la Chine et la Russie vont devenir prédatrices, plus on va comme être obligé de se positionner là-dessus jusqu'à peut-être éventuellement, oui, entrer en guerre. Donc, c'est la question que je pose, mais surtout, c'est le fait de cette ambiance où il y a des guerres étrangères un peu partout, hein, et la situation mondiale se dégrade rapidement. Et pour nous, on est encore dans la belle époque. Je veux dire, l'Occident, depuis 1945, je veux dire, il y a eu des crises économiques ici et là, mais d'une manière générale, c'est une des périodes les plus prospères de l'humanité. Donc, un petit peu en comparaison avec la belle époque, que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de grande guerre avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ça donne cette impression-là où que peut-être que l'Occident, on est en train de vivre un peu les derniers jours de notre belle époque. Que peut-être qu'on va avoir un retour à la réalité assez rapide, assez intense, qui va nous ramener et qu'on va se dire, dans le fond, c'est vrai que ça avait starté avant. C'est vrai que cette guerre-là était peut-être déjà en cours, mais qu'on ne savait pas encore jusqu'où elle nous emporterait avec elle. Et c'est un petit peu la réflexion que j'ai. Et cette espèce de concept-là, cette espèce de réflexion, c'est dur, j'essaie de vous l'expliquer, mais c'est dur à expliquer. Me fait penser beaucoup à un passage, je ne sais pas si vous avez vu le reportage Apocalypse, Première Guerre mondiale, des reportages magnifiques, hein, avec toutes des images reconstituées avec les bruits, etc., qui ont été faites sur la Première Guerre, la Deuxième Guerre, même certains sur Verdun, sur Hitler, sur Staline. Donc des reportages vraiment excellents, mais qui a ce passage-là dans Apocalypse, Première Guerre, dans le premier épisode, que je vais vous passer à l'instant. Donc on parle de l'assassinat de l'archiduc, évidemment. Cet attentat de Sarajevo, qui aura des conséquences incalculables, est d'abord perçu comme un fait divers. Donc vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où c'est comme si, tu sais, dans l'actualité, on voit pas exactement où s'enlignent les choses. Et durant des semaines, l'archiduc a été assassiné, ok. L'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre. Mais au bout du compte, ça va prendre quand même quelques semaines, voire quelques mois avant que les Européens réalisent, ok, non, on est vraiment en guerre. Là. Et ils vont déclarer la guerre éventuellement. Mais il y a ce passage-là de Agatha Christie qui vont expliquer justement ce sentiment-là d'être détaché par rapport à ça. Au bord de la Tamise, celle qui deviendra la reine du roman policier, Agatha Christie, 24 ans, note. Dans la lointaine Serbie, un archiduc est assassiné. L'incident paraît tellement insignifiant. Dans ces pays, on assassine tous les jours. Donc bref, c'était simplement pour vous dire, ne capotez pas, je suis pas en train de dire qu'on va se faire enrôler dans les prochains temps. Je suis simplement en train de dire que la situation mondiale est effectivement extrêmement inquiétante et qu'il faut quand même regarder ça parce que c'est ça, l'histoire, on peut jamais savoir à quel point on va se faire embarquer dans une guerre dans laquelle on ne pourra plus sortir. Je ne me rappelle plus c'est qui disait ça, c'était peut-être Machiavel ou quelque chose de style qui disait c'est très facile de... on peut décider quand on démarre une guerre, mais on ne peut pas décider quand on en ressort. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à aller lire, c'est pour ça que je fais cette analyse-là, pour dire jusqu'où
jusqu'où on est prêt à aller là, dans notre support à l'Ukraine, jusqu'où on est prêt à aller dans notre support à Taïwan, et jusqu'où on est déjà rendu. Est-ce qu'on le sait exactement, on est rendu où dans ce processus-là de confrontation avec ces nouvelles puissances-là? Est-ce qu'on est vraiment conscient là, des risques qu'on prend? Donc, c'est tout ce que je dis. Je suis pas en train de dire que qu'on est sur le bord de la guerre atomique, là, mais à prendre en compte quand même. Donc, c'était tout pour moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était une émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'était un plaisir. Donc, à la semaine prochaine et passez une excellente fin de semaine.